Le moteur a toussé 2 fois, une secousse violente et sèche avant de s'éteindre complètement. L'imposante Mercedes noire s'est immobilisée, inerte, au beau milieu de l'avenue de la Grande Armée, bloquant obstinément la voie de droite à 1 heure de pointe frénétique. Les klaxons ont commencé à exploser derrière lui, une symphonie d'impatience parisienne. Charles Delacroix a frappé le volant gainé de cuir de la paume de la main et a regardé sa montre de luxe avec frustration. Il était en retard pour la réunion la plus critique du trimestre, celle qui définirait l'avenir de la corporation. Il est sorti du véhicule, a desserré le nœud de sa cravate en soie et a ouvert le capot d'un geste brusque et chargé de colère. Une colonne de fumée grise et dense s'est élevée des entrailles du moteur. Merde. Il a sorti son téléphone portable de sa poche, mais avant que ses doigts ne puissent composer le numéro de son assistante, une voix petite et tranquille a émergé à ses côtés. « Je peux réparer ça. » Charles a tourné la tête brusquement. Là, debout, se tenait un garçon maigre, l'uniforme scolaire taché de vieux cambouis et un sac à dos usé suspendu à une épaule. Il ne devait pas avoir plus de 12 ans. Il restait là avec une expression sérieuse et solennelle, comme s'il venait d'offrir la chose la plus naturelle et logique du monde au milieu du chaos de la circulation. Charles a lâché un rire bref, âpre et dénué d'humour. « Retourne à l'école, gamin. Tu n'as rien à faire ici. »« Je sais ce qui ne va pas, » insista le garçon avec calme. « Laissez-moi juste regarder. » Le klaxon d'un bus a explosé juste derrière eux, faisant vibrer l'asphalte. Charles a évalué de nouveau l'enfant avec un regard sceptique. Il avait de petites mains, imprégnées d'huile noire et ancienne, mais ses yeux étaient fermes, inébranlables. « Tu n'atteins même pas le moteur, petit. » Lucas n'a pas détourné le regard, ne serait-ce qu'une seconde. « Monsieur a-t-il une autre option en ce moment ?» Charles a croisé les bras sur sa poitrine, a soupiré avec résignation et a fait un pas de côté. « C'est d'accord, tu as 15 secondes. Après ça, tu dégages d'ici et tu me laisses gérer. » Lucas a laissé tomber son sac à dos sur le trottoir et a grimpé avec agilité sur le pare-choc de la voiture de luxe. Charles tenait son portable à la main, le doigt sur l'écran, prêt à appeler la dépanneuse à l'instant où cette affaire deviendrait une mauvaise blague. Le garçon a plongé la tête sous le capot et ses doigts ont commencé à courir sur les câbles et les durites avec une familiarité étrange, presque intime. « La courroie de l'alternateur a lâché, » dit Lucas, sa voix résonnant avec un écho métallique depuis l'intérieur du moteur, et le radiateur fuit. Monsieur a trop forcé sur la voiture en montant sur le périphérique. Charles a froncé les sourcils, surpris par la précision. « Comment sais-tu que j'ai pris le périphérique ?»« À l'odeur de brûlé et à la température qui irradie du bloc moteur. » L'enfant est descendu d'un bond et s'est essuyé les mains sur le bermuda de son uniforme, laissant une autre trace sombre. Charles a remarqué pour la première fois les taches anciennes de graisse incrustées dans ses doigts, ces marques permanentes qui ne partaient plus à l'eau et au savon. « Y a-t-il un garage mécanique près d'ici ?» demanda Charles, adoucissant à peine son ton cassant. « Il y en a un. Mais si monsieur attend 10 minutes, je peux apporter ce qu'il faut et réparer ça ici même. »« Toi ?»« Oui, moi !» Charles a regardé autour de lui. La circulation commençait déjà à dévier. Les automobilistes hurlaient des insultes par les fenêtres ouvertes. Il a consulté de nouveau sa montre. La réunion commençait dans 40 minutes exactement. Il n'avait pas le temps d'attendre une dépanneuse qui mettrait 1 heure à traverser Paris. « Combien veux-tu pour le travail ?»« 50 € pour la courroie. 20 pour ma main-d'œuvre. 70 €. Charles dépensait plus que cela pour un petit déjeuner d'affaires avant le déjeuner. Il a sorti un billet de 100 € de son portefeuille en cuir et l'a tendu à l'enfant sans hésiter. « Rapporte-moi la monnaie. » Lucas a pris l'argent avec rapidité et est parti en courant. Charles s'est appuyé contre la carrosserie de la voiture et a allumé une cigarette, observant la silhouette du garçon disparaître dans une rue latérale. 3 minutes plus tard, l'enfant est revenu, haletant, avec un sac en plastique dans une main et une grande bouteille d'eau dans l'autre. « L'eau, c'est pour compléter le niveau du radiateur, » expliqua Lucas, en montant de nouveau sur le pare-choc avec la même agilité qu'avant.
Il a ouvert le sac et en a sorti une courroie neuve, un tournevis et une pince vieille mais fonctionnelle. Charles fumait lentement, hypnotisé par la dextérité de l'enfant. Ses mouvements étaient chirurgicaux. Il n'y avait pas d'hésitation, ni de tentative au hasard. Lucas a desserré les boulons du tendeur, a remplacé la courroie cassée, a ajusté la tension en utilisant seulement 2 doigts pour mesurer et a tout resserré avec force. 7 minutes exactes. Ensuite, il est passé au radiateur. Il a attendu un moment que la vapeur retombe, a ouvert le bouchon avec une extrême précaution à l'aide d'un chiffon et a complété le niveau avec l'eau. Il a refermé le capot d'un coup sec, est descendu sur le bitume et s'est essuyé les mains sur sa chemise. Vous pouvez démarrer maintenant. Charles est entré dans la voiture et a tourné la clé. Le moteur a pris vie au premier contact, ronronnant doucement, comme s'il sortait tout juste de l'usine. Il a accéléré 2 fois à vide. Parfait. Il a éteint le moteur et est sorti de nouveau dans la rue. Comment as-tu appris à faire ça? Lucas a ramassé son sac à dos par terre. Avec mon père. Les mécaniciens? L'enfant a baissé les yeux vers ses chaussures usées. Il l'était. Charles a ressenti une pointe soudaine dans la poitrine, quelque chose qui se serrait, mais il n'a rien dit. Il a sorti de nouveau son portefeuille et a séparé 50 € de plus. Pour la monnaie que tu as rapportée, garde-la. Lucas a secoué la tête fermement. Monsieur a déjà payé le prix convenu. Prends-le. Tu viens de sauver ma matinée entière. Le garçon a hésité un instant, mais a fini par prendre l'argent et l'a mis dans sa poche profonde. Il a commencé à s'éloigner, mais Charles l'a rappelé. « Attends. » Lucas s'est arrêté et s'est retourné. « Quel âge as-tu » ? 12 ans. « Et tu fais ça tous les jours ? Réparer des voitures dans la rue ? Quand c'est possible, avant d'aller en cours ou après la sortie. » Charles a observé l'uniforme sale, les baskets trouées aux semelles, le visage trop maigre pour un enfant de son âge. « Où habites-tu ?»« Là-bas, en bas », a pointé Lucas vers la direction de la cité populaire, qui s'étendait au-delà du périphérique, là où la ville perdait de sa superbe. « Ta mère sait que tu es ici à travailler ? Elle sait que j'aide. On en a besoin. » Charles est resté silencieux. La cigarette s'est consumée jusqu'au filtre entre ses doigts sans qu'il ne s'en aperçoive. Il a jeté le mégot par terre et l'a écrasé de la pointe de sa chaussure italienne. « Quel est ton nom ?»« Lucas. »« Moi, c'est Charles. » L'enfant a hoché la tête, se tournant pour partir définitivement. Charles est resté planté là, le regardant disparaître dans la marée de voitures avec le sac à dos qui battait rythmiquement contre son dos maigre. Il est entré dans la Mercedes et a fermé la portière, s'isolant du bruit. Il a allumé la climatisation. Le moteur ronronnait à la perfection. Il a regardé sa montre. Il avait encore assez de temps pour arriver à la réunion. Mais il n'a pas démarré la voiture. Il est resté assis là, les mains agrippées au volant, pensant à la façon dont l'enfant avait parlé de son père. Il l'était. Charles conduisait une automobile qui valait 100 000 €. Lucas réparait des moteurs dans la rue pour quelques pièces afin de survivre. Mais ce gamin tenait dans ses mains sales quelque chose que Charles avait oublié de chercher depuis longtemps. Un but. Il a démarré la voiture et s'est inséré dans la circulation. Mais avant d'accélérer, il a pris son portable et a écrit une note rapide. Lucas, avenue de la Grande Armée, le petit mécanicien. Il ne savait pas encore pourquoi il avait fait cela. Mais quelque chose dans cette rencontre fortuite avait fissuré un mur solide à l'intérieur de lui. Lucas est arrivé chez lui à 7h30 du soir. L'appartement HLM se trouvait au fond d'une cité grise, là où le bitume était craquelé et où les tours d'immeubles s'entassaient les unes contre les autres dans une étreinte de béton. Il a poussé la porte de l'épaule, la charnière était cassée depuis 3 mois, et a trouvé Léo assis sur le sol en lino du salon, aidant Camille à colorier un dessin déchiré. « Maman est rentrée ?» demanda Lucas en laissant tomber son sac dans un coin. Léo a secoué la tête sans lever les yeux de ses crayons de couleur. Lucas est allé directement à la cuisine. Il y avait du riz blanc dans la casserole et des haricots sur la plaque froide. Il a allumé le gaz, a réchauffé la nourriture et a servi 2 assiettes. Il a appelé ses frères et sœurs.
Ils ont mangé vite en silence, avec la faim de ceux qui n'ont pas goûté. Camille a demandé s'il y avait de la viande. Lucas lui a dit que peut-être demain, il y en aurait. Après le dîner, il s'est assis avec Léo pour réviser les devoirs de mathématiques. Le cahier était froissé au coin, mais l'enfant avait fait les exercices avec soin et application. Lucas a corrigé 2 erreurs mineures et lui a expliqué de nouveau la procédure pour les divisions posées. Léo a écouté avec une attention absolue, mordillant le bout de son crayon. Camille a bâillé bruyamment sur le canapé affaissé. Lucas l'a prise dans ses bras et l'a portée dans la chambre qu'ils partageaient tous les 3. Il a allongé la petite sur le matelas posé au sol, la couverte d'un drap fin, et a attendu que sa respiration devienne profonde. Léo est entré ensuite, s'est glissé sous la couverture et s'est tourné vers le mur. Lucas est resté assis là dans l'obscurité, le dos appuyé contre le mur froid, observant les 2 dormir. La lumière orange des lampadaires de la rue entrait par les fentes des volets. Il pouvait entendre une télévision allumée chez les voisins, un chien aboyer 3 étages plus bas, quelqu'un discuter à voix haute dans le hall de l'immeuble. 2 ans auparavant, son père était encore en vie. Paul se réveillait à 5 heures du matin, préparait un café fort et emmenait Lucas avec lui au garage. L'enfant avait 10 ans et savait déjà faire la vidange, réviser les freins et diagnostiquer un bruit étrange dans le moteur rien qu'en l'écoutant. Paul disait toujours que Lucas avait la bonne main. « Tu es né pour ça, gamin ». Le garage était petit et modeste, 2 emplacements de travail, un sol en ciment fissuré, des outils usés accrochés proprement au mur. Mais il y avait toujours du travail. Paul réparait les voitures des gens du quartier, demandait peu et faisait crédit quand c'était nécessaire. Les week-ends, Lucas passait la journée entière là-bas, passant les outils, apprenant, posant des questions sans cesse. Son père n'élevait jamais la voix. Il expliquait tout avec un calme infini, montrait où s'emboîtait chaque pièce, laissait Lucas essayer de le faire seul, même quand cela prenait plus de temps. L'erreur fait partie du processus. L'important, c'est de ne pas abandonner. Puis est arrivé le mal de tête. Trop fort pour être quelque chose de normal. Paul a dit que ça passerait. Ça n'est pas passé. 1 semaine plus tard, il s'est évanoui au milieu du garage. Lucas était là, il a vu le corps de son père heurter le sol en ciment. Il a crié à l'aide. L'ambulance a mis 40 minutes à arriver dans la cité. À l'hôpital, les médecins ont parlé d'anévrisme cérébral, de chirurgie d'urgence, de haut risque. Paul est mort 3 jours plus tard. Lucas n'est pas entré dans la chambre pour lui dire adieu. Il est resté dans le couloir, assis sur le carrelage froid, sa mère pleurant, agrippée à lui. Il avait 11 ans. Léo en avait 6. Camille en avait 4 et ne comprenait pas pourquoi papa ne rentrait pas à la maison. Sophie a essayé de maintenir le garage ouvert. Mais sans Paul et sa magie, les clients ont cessé de venir. Les outils ont été vendus un par un pour payer les dettes des obsèques et de l'hôpital. Le local a été loué à une autre personne. Il n'est resté qu'une boîte à outils que Sophie a gardée sous le lit dans la chambre. Lucas ouvrait cette boîte toutes les nuits avant de dormir, juste pour sentir l'odeur de graisse et de métal qui lui rappelait encore son père. Sophie a trouvé du travail comme femme de ménage. Elle nettoyait 6 maisons par semaine. Elle partait à 5 heures du matin et rentrait à 20 heures, épuisée. Elle rapportait de la nourriture que les patronnes laissaient, des vêtements que les enfants des patronnes ne portaient plus. Lucas s'est chargé de tout le reste. Réveiller Léo et Camille, faire le café, emmener les 2 à l'école, aller les chercher en fin d'après-midi, aider aux devoirs, leur donner le bain, les mettre au lit. Et quand il restait un peu de temps, il prenait la boîte à outils de son père et sortait dans la rue. Il a commencé petit. Il changeait des pneus de vélo pour 5 €, réparait de vieux ventilateurs pour 10. Puis il est passé aux voitures. Il a appris seul ce que son père n'avait pas eu le temps de lui enseigner. Il regardait des vidéos sur son portable à l'écran brisé, demandait conseil aux mécaniciens du coin, essayait jusqu'à ce que ça marche. Au début, personne n'avait confiance. Un gamin de 11 ans qui touche à un moteur? Mais Lucas résolvait le problème. Le bruit a couru dans le quartier. Il a commencé à gagner 20, 30, 50 € par jour.
Il donnait tout à sa mère. Elle pleurait, lui disait qu'il devait étudier, pas travailler. Lucas répondait qu'il pouvait faire les deux. Maintenant, il avait 12 ans. Il dormait 4 heures par nuit. Il se levait à 5h30, préparait tout pour ses frères et sœurs, sortait dans la rue, réparait une voiture avant l'école. Il étudiait de 8 heures à midi. Il rentrait, récupérait Léo et Camille à l'école, leur donnait le déjeuner, aidait aux devoirs et sortait de nouveau dans la rue jusqu'à la tombée de la nuit. Il rentrait, préparait le dîner, vérifiait les cahiers, couchait les 2 petits. Ensuite, il restait assis là, dans l'obscurité, pensant à son père. Lucas n'a jamais eu de jouet, il n'a jamais rien demandé. Il voulait juste que Léo et Camille ne souffrent pas de la faim, que sa mère ne pleure pas toutes les nuits en pensant qu'il ne l'entendait pas, que la mémoire de son père ne s'efface pas. Il a regardé son frère et sa sœur dormir. Camille ronflait tout doucement. Léo avait la main sous la tête, dormant dans la même position que son père. Lucas a fermé les yeux, épuisé. Demain serait exactement pareil. Mais au moins aujourd'hui, il avait gagné 70 €. Cela suffisait pour acheter de la viande pour le week-end. Charles est apparu sur l'avenue de la Grande Armée le lendemain. À la même heure, la Mercedes était garée au coin quand Lucas est passé avec son sac à dos, en route pour le collège. L'enfant s'est arrêté net. Charles est descendu de la voiture et lui a fait un signe. « Bonjour ». Lucas s'est approché, méfiant et sur ses gardes. « Il est arrivé quelque chose à la voiture. Elle fait un bruit étrange. Je voulais que tu y jettes un œil. » Lucas a posé son sac à dos par terre et a demandé à Charles de démarrer le moteur. Le son est sorti propre, pur, sans aucun bruit anormal. Il lui a demandé d'accélérer. Rien. Il lui a demandé d'éteindre et a ouvert le capot. Il a vérifié les courroies, les durites, le niveau d'huile. Tout était parfait. « Il n'y a rien qui cloche ici », dit Lucas en s'essuyant les mains sur un chiffon qu'il sortit de sa poche. Charles s'est appuyé contre la voiture, les bras croisés, et une expression tranquille. « Tu es sûr ?»« Absolument. Monsieur a fait la vidange récemment. Filtre neuf. Le moteur tourne rond. S'il y avait un bruit hier, il a disparu. » Charles a souri pour la première fois. Un petit sourire, presque gêné. « Tu es vraiment doué. » Lucas a compris instantanément. Il n'y avait aucun bruit. C'était un test. Il a saisi son sac à dos pour partir. Mais Charles a parlé avant qu'il ne puisse faire un pas. « Tu prends un petit déjeuner avant de sortir ?»« J'ai déjà mangé quelque chose. »« Mange encore ?»« Avec moi. » Lucas a regardé l'horloge numérique d'une enseigne publicitaire. Il restait 15 minutes avant le début des cours. « Je vais être en retard. Je t'emmène après. En voiture. On y est en 2 minutes. » L'enfant a hésité, regardant le véhicule rutilant. Charles a pointé du doigt une brasserie élégante de l'autre côté de la rue. 5 minutes. Je veux juste discuter. Ils se sont assis à une table près de la baie vitrée. Charles a commandé un café noir et une corbeille de viennoiserie. Lucas a demandé seulement un jus d'orange. Quand la nourriture est arrivée, Charles a poussé l'assiette vers le côté de l'enfant. « Mange. J'en recommande une autre pour moi. » Lucas a mangé lentement, mâchant bien, sans montrer la faim qui le tenaillait. Charles buvait son café en silence, l'observant attentivement. Le garçon avait le visage maigre, anguleux, mais ses épaules commençaient à s'élargir. De petites mains, mais avec les callosités de celui qui manie des outils tous les jours. Des yeux vifs. Fatigué, oui, mais très vifs. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda Lucas soudainement. Charles a posé sa tasse en porcelaine sur la table avec délicatesse. « Je suis resté à penser à ce que tu as fait hier. Ce n'est pas normal. Un enfant de ton âge qui s'y connaît en mécanique à ce point. C'est mon père qui m'a appris. Il devait être très doué. » Lucas a baissé les yeux vers la table. Il était le meilleur. Charles a saisi le temps verbal passé. Il n'a pas insisté. Il est resté silencieux, laissant le calme remplir l'espace entre eux sans malaise. Lucas a fini le dernier morceau de croissant et a bu le reste du jus. « Puis-je vous poser une question ?» dit Charles. « Vous pouvez. Pourquoi fais-tu ça? Réparer des voitures dans la rue au lieu de jouer, je ne sais pas, au foot avec tes amis ?» Lucas a regardé vers la rue à travers la vitre. Un groupe d'enfants passait en riant, avec des vêtements de marque et des sacs neufs.
Parce qu'on a besoin de manger, répondit-il, d'une simplicité brutale. Ma mère travaille toute la journée. J'aide de la manière que je connais. Charles a senti cette pression dans la poitrine à nouveau. Cette même sensation d'étouffement que la veille. Il a bu une autre gorgée de café et a choisi ses mots avec soin. Moi aussi, je viens d'une famille pauvre. Tu le savais? Lucas l'a regardé, sincèrement surpris. C'est vrai? C'est vrai. J'ai grandi dans une cité en banlieue. Mon père était maçon, ma mère couturière. On vivait dans un appartement plus petit que cette brasserie. Charles a fait un geste ample, englobant le local décoré de miroirs et de dorures. J'ai travaillé dès l'âge de 10 ans. Je portais des sacs de ciment, j'aidais sur les chantiers, je vendais des journaux. Comment monsieur est-il devenu riche? J'ai étudié. Beaucoup. J'ai obtenu une bourse pour une grande école de commerce. Ensuite, j'ai fait un MBA, j'ai monté ma propre entreprise, j'ai investi correctement, j'ai grandi. Il fit une pause, regardant le fond de sa tasse. Mais en chemin, j'ai perdu une chose. Quoi donc? Charles a tardé à répondre. Il a regardé ses propres mains. Des mains propres, manucure parfaite, une montre suisse en or au poignet. L'empathie. J'ai oublié d'où je venais. Je suis devenu pareil aux gens que je détestais quand j'étais enfant. Ceux qui passaient à côté de moi et ne me regardaient même pas. Ceux qui pensaient que le pauvre est pauvre parce qu'il le veut bien. Lucas n'a rien dit. Il a juste écouté avec attention, absorbant chaque parole. Hier, quand tu as réparé ma voiture, je me suis souvenu de moi-même à ton âge. Faire des petits boulots, aider à la maison, fatigué mais sans abandonner. Charles a regardé l'enfant dans les yeux. Tu m'as rappelé ce que j'étais avant de devenir cette version que je suis aujourd'hui. Quelle version? Charles a lâché un rire dénué de joie. La version qui a un fils de 16 ans vivant sous son toit, mais qu'il n'a pas vu depuis 3 mois. La version qui travaille tellement qu'elle a oublié pourquoi elle le fait. La version qui a de l'argent mais n'a rien qui compte vraiment. Lucas a joué avec le verre vide, le faisant tourner sur la table. Monsieur a un fils? J'en ai un, Gabriel. Il étudie dans le lycée le plus cher de la ville. Il a une chambre plus grande que ton appartement. De l'argent de poche indécent chaque mois. Et sais-tu ce qu'il fait? Il se plaint que son téléphone est le modèle de l'année dernière. Il se plaint que je ne le laisse pas partir à Ibiza avec ses amis. Il se plaint que sa vie est difficile. Il ne sait pas comment est la vraie vie. Il ne le sait pas, parce que je lui ai tout donné, et j'ai cru que cela suffisait. Mais cela n'a pas suffi. J'ai élevé un garçon qui a tout et qui ne valorise rien. Charles a secoué la tête avec regret. Toi, tu as 12 ans et tu soutiens une famille. Lui, il en a 16 et ne sait même pas faire cuire des pâtes. Lucas est resté silencieux, assimilant l'information. Puis il a parlé à voix basse. Mon papa disait toujours que l'important, ce n'est pas ce qu'on a. C'est ce qu'on fait avec ce qu'on a. Charles a senti un nœud serré à la gorge. Il a cligné des yeux rapidement, détournant le regard vers la fenêtre. Ton père était un homme sage. Il était tout. La voix de l'enfant a tremblé une seconde. Charles a vu ses yeux briller de larmes retenues, mais Lucas n'a pas laissé couler. Il a respiré à fond, ferme, de cette manière que les enfants qui doivent être forts trop tôt apprennent à faire. « Comment est-il mort ?» demanda Charles, sachant qu'il marchait sur un terrain sacré et douloureux. Anévrisme, un mal de tête qui ne passait pas. 3 jours à l'hôpital, et il est parti. J'avais 11 ans. Je suis vraiment désolé. Moi aussi. Silence à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas de la gêne, c'était de la compréhension. 2 inconnus partageant un poids que personne d'autre ne voyait dans cette brasserie de luxe. Charles a appelé le serveur et a réglé l'addition. Il a regardé sa montre. « Viens, je t'emmène à l'école. » Ils sont sortis du local. Lucas a attrapé son sac à dos et est monté dans la Mercedes. La voiture sentait le cuir neuf et la climatisation glacée. Si différent de tout ce qu'il connaissait dans son monde. Charles a allumé le même moteur que Lucas avait ressuscité la veille, et s'est inséré dans le flux de la circulation. « Puis-je te demander une faveur ?» dit Charles, les yeux fixés sur la route. « Vous pouvez. Apprends-moi à être humain de nouveau. » Lucas a tourné la tête, confus par la requête. « Comment ça? Tu as 12 ans et tu sais déjà des choses que j'ai complètement oubliées. Sur le travail acharné.
sur le fait de prendre soin de ceux qui comptent, sur le fait de ne jamais abandonner. Charles a regardé l'enfant brièvement. « Je veux apprendre ça à nouveau, avec toi. » Lucas ne savait pas quoi dire face à cela. Alors il a simplement hoché légèrement la tête. Charles s'est garé devant la grille principale du collège public. Lucas est descendu, mais avant de fermer la portière passager, il a parlé « Merci pour le café et les croissants. Merci à toi de m'avoir rappelé qui je devrais être. » Lucas a fermé la portière et est entré en courant à travers la grille rouillée de l'école. Charles est resté là quelques secondes, regardant l'enfant disparaître parmi la foule d'élèves. Et pour la première fois depuis des années, il ne s'est pas senti vide à l'intérieur. Il avait trouvé quelque chose qu'aucune somme d'argent sur ses comptes bancaires ne pouvait acheter. Un but, de nouveau. Charles est revenu le lendemain, et le suivant, et celui d'après. Toujours à 7 heures du matin, il se garait au coin de la rue et attendait que Lucas sorte de chez lui. Il emmenait l'enfant prendre son petit déjeuner avant l'école. Parfois, il discutait de choses banales. Parfois, il restait en silence, partageant simplement la table et la compagnie. Lucas mangeait lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était un trésor. Charles payait toujours et ne s'en vantait jamais. Le jeudi, Charles a demandé s'il pouvait rencontrer la mère de Lucas. L'enfant a hésité un instant, évaluant la situation, mais a fini par accepter. Ils sont allés jusqu'à l'appartement HLM au fond de la cité. Sophie finissait de ranger la maison en toute hâte avant de partir pour son travail. Quand elle a vu l'homme en costume impeccable debout à sa porte, elle s'est essuyé les mains sur son tablier nerveusement et a semblé embarrassée. « Maman, c'est Charles, le monsieur de la voiture que j'ai réparé l'autre jour. » Sophie lui a serré la main avec une extrême précaution, comme si elle avait peur de le salir par son contact. « Enchanté. Excusez le désordre, s'il vous plaît. »« Il n'y a aucun désordre, » dit Charles avec gentillesse, regardant autour de lui. Le salon était minuscule. Un vieux canapé affaissé, une petite télévision sur une caisse en plastique, un rideau rapiécé à la fenêtre. Mais tout était immaculé. Le sol balayé, la vaisselle lavée et sèche dans l'évier de la cuisine, les couvertures pliées avec précision dans la chambre. « Lucas m'a beaucoup aidé l'autre jour, » continua Charles. « Je voulais vous remercier en personne. Puis-je vous emmener déjeuner ce dimanche ?» Sophie a regardé son fils en cherchant un signal. Lucas a haussé les épaules. « Ce n'est pas la peine de vous déranger, monsieur. Ce n'est pas un dérangement. C'est une invitation. » Léo et Camille ont passé la tête depuis la chambre, curieux. Ils sont restés figés sur le seuil, regardant l'inconnu en costume. Charles s'est accroupi pour être à leur hauteur. « Et vous deux, ça vous dirait de manger une pizza ?» Camille a écarquillé les yeux. « Une pizza ? La plus grande que vous ayez jamais vue de votre vie. » Léo a regardé sa mère, attendant la permission officielle. Sophie a respiré à fond, vaincue. « D'accord. Mais on aide à payer l'addition. »« Je n'accepte pas, » dit Charles en se relevant. « À dimanche, alors. » Il est sorti avant que Sophie ne puisse insister avec sa fierté. Lucas l'a raccompagné jusqu'à la voiture. « Pourquoi monsieur fait-il tout ça ?» demanda l'enfant directement. Charles a ouvert la portière de la Mercedes et s'est tourné vers lui. « Parce que je le veux, et parce que vous le méritez. » Le dimanche, Charles est arrivé pile à midi. Il a emmené tout le monde dans un restaurant italien près de Saint-Germain-des-Prés, un quartier chic. Sophie était visiblement mal à l'aise, habillée avec les plus beaux vêtements qu'elle possédait, mais se sentant quand même déplacée parmi les nappes blanches et les verres en cristal. Les enfants sont restés calmes au début, impressionnés par la taille du menu relié en cuir. Charles a commandé des pizzas géantes, des carafes de soda, des desserts élaborés. Il a encouragé Léo et Camille à choisir ce qu'ils voulaient sans regarder les prix. Il a discuté avec Sophie de son travail, de ses patrons, de sa routine épuisante. Elle s'est détendue peu à peu, parlant des 6 maisons qu'elle nettoyait chaque semaine, de la douleur constante dans les jambes à la fin de la journée, de la peur perpétuelle de perdre son emploi. « Avez-vous pensé à chercher un travail déclaré avec des avantages ?» demanda Charles. « J'y pense tous les jours. Mais personne n'embauche formellement une femme de ménage. Ils disent que ça coûte trop cher.
Ça coûte cher à ceux qui ne veulent pas faire les choses bien. Lucas a mangé sa pizza en silence, observant la manière dont Charles traitait sa mère, avec un respect absolu, sans pitié, comme une égale. C'était rare. La plupart des gens regardaient Sophie comme si elle était invisible ou faisait partie des meubles. Après le déjeuner, Charles a demandé s'il pouvait aider pour quelque chose d'urgent. Sophie a dit qu'il n'avait besoin de rien. Il a insisté doucement. Elle a fini par admettre à voix basse que la facture d'électricité était en retard et qu'il craignait la coupure. Charles l'a payée à l'instant même, depuis son portable. Sophie a commencé à pleurer en silence. Charles a pris une serviette en tissu et la lui a tendue avec délicatesse. « Ne pleurez pas, ce n'est qu'un bout de facture numérique. Vous soutenez 3 enfants seuls. C'est un truc d'héroïne, Sophie. » Dans les semaines suivantes, Charles est devenu une présence constante dans leur vie. Il apparaissait le matin, emmenait Lucas à l'école, allait le chercher en fin d'après-midi. Parfois, il apportait du matériel scolaire neuf et de bonne qualité. Cahiers à couverture rigide, crayons de couleur professionnelle, sac à dos sans accroc. D'autres fois, il apportait de la nourriture, de la viande, du poulet, des sacs de riz. Il laissait tout sur la table de la cuisine et s'en allait avant que Sophie ne puisse trop le remercier. Il a commencé à rester pour les conversations. Il s'asseyait sur le vieux canapé du salon, buvait le café léger que Sophie préparait, jouait avec Léo et Camille sur le sol. Il aidait Lucas avec les devoirs de mathématiques avancées. Il lui enseignait la règle de 3, les pourcentages, les intérêts composés. L'enfant apprenait à une vitesse stupéfiante. « Tu as une tête privilégiée pour les chiffres, » dit Charles, en vérifiant le cahier plein d'équations. « As-tu déjà pensé à faire une école d'ingénieur ?» Lucas a lâché un rire bref et cynique. « Je finirai à peine le lycée. L'école d'ingénieur, c'est un truc de riche. Foutaise. Il y a des bourses, il y a des financements. Si tu le veux, tu peux y arriver. Monsieur y est arrivé. Et toi aussi tu le feras. » Lucas n'a pas répondu. Mais il a gardé cette phrase dans un endroit profond de son esprit. Personne n'avait jamais parlé de son avenir comme si c'était quelque chose de possible et de lumineux. Charles a commencé à emmener Lucas à certains de ses engagements professionnels. Réunions simples, déjeuners d'affaires, visites chez des fournisseurs. L'enfant y allait avec son uniforme scolaire, silencieux, observant tout comme une éponge. Charles lui expliquait après ce qui s'était passé. Comment fonctionne une négociation? Comment lire le langage corporel des gens? Comment savoir quand accepter ou refuser une proposition? Pourquoi monsieur m'enseigne-t-il tout ça? Demanda Lucas un jour, en revenant d'une réunion dans un gratte-ciel de la Défense. Parce que tu es intelligent, et un jour tu auras besoin de le savoir. Je serai mécanicien, comme mon père. Tu peux être ce que tu veux être. Mécanicien, ingénieur, entrepreneur. Le monde est à toi, Lucas. Tu dois juste y croire. L'enfant est resté calme, regardant par la vitre teintée de la voiture. Mon papa disait que je pouvais être ce que je voulais, moi aussi. Il avait raison. Charles aussi a commencé à apprendre. Lucas lui enseignait sans s'en rendre compte. Sur la gratitude authentique, sur la valorisation des choses simples, sur le travail acharné sans jamais se plaindre, sur le fait de prendre soin de ceux qui comptent, même quand on est épuisé jusqu'aux os. Un samedi, Charles a aidé à réparer la douche de l'appartement. Il est monté sur un tabouret instable, a manipulé les câbles, a pris 2 petites décharges électriques. Lucas a ri, lui disant qu'il aurait dû couper le disjoncteur avant. Charles a ri aussi. Un rire franc qu'il n'avait pas émis depuis des mois. Ensuite, ils se sont assis sur le palier, buvant un soda tiède. Léo jouait au foot en bas de l'immeuble avec ses amis. Camille jouait avec une poupée sur le sol du couloir. Sophie étendait le linge sur un fil improvisé. Charles a regardé autour de lui et a ressenti quelque chose d'étrange et d'étranger. La paix. Cet appartement exigu, sans luxe, sans confort, avait quelque chose que son hôtel particulier de 5 chambres n'avait pas. Il y avait de la vie, il y avait des rires, il y avait des gens qui se souciaient l'un de l'autre pour de vrai. « Es-tu heureux ici ?» demanda Charles à voix basse. Lucas a réfléchi un moment avant de répondre. « Je l'étais plus quand mon papa était vivant, mais oui,
On n'a pas grand-chose, mais on sait les uns les autres. C'est déjà pas mal. Charles a bu une gorgée de soda tiède et a regardé l'enfant avec admiration. Tu as raison. J'ai tout et je n'ai rien. Toi, tu n'as rien de matériel et tu as tout. Lucas a haussé les épaules avec naturel. Monsieur nous à nous, maintenant. Charles a senti sa gorge se serrer d'un coup. Il a posé sa main sur l'épaule de l'enfant. Je vous ai. Et ça vaut plus que n'importe quelle affaire que j'ai conclue dans ma vie. Ils sont restés assis là, regardant la nuit tomber sur la cité, écoutant Léo crier « but », Camille chanter toute seule, Sophie siffloter en étendant le linge. Charles s'est rendu compte que pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas à la prochaine réunion, à la marge bénéficiaire, à la croissance annuelle. Il était simplement là, présent, entier, humain. Lucas avait réparé bien plus qu'un moteur de voiture ce matin-là sur l'avenue de la Grande Armée. Il avait réparé un homme. La réunion du conseil d'administration était prévue pour 14 heures. Charles est entré dans la salle de conférence au dernier étage du siège social, avec sa mallette en cuir sous le bras et son costume impeccable comme armure. 12 chaises ergonomiques autour de la table en verre trempé. 11 étaient déjà occupées. Henri Lefebvre était à l'extrémité opposée, sa tablette devant lui, et un sourire fin et acéré sur le visage. Associé majoritaire, 48 ans. Il avait le regard d'un requin qui sent le sang dans l'eau. « En retard, Charles ?»« La circulation, » répondit Charles sèchement en prenant place. « Bien sûr, la circulation. » Henri a fait glisser un doigt sur l'écran de sa tablette avec parcimonie. « Où étais-tu occupé avec tes nouveaux et projets sociaux ?» La salle est tombée dans un silence sépulcral. Charles a ouvert sa mallette et a sorti les rapports trimestriels. « Pouvons-nous commencer ?» Henri a lâché un rire bref et moqueur. « Nous avons déjà commencé, c'est toi qui es arrivé en retard. » Charles l'a ignoré. Il a commencé à présenter les chiffres projetés sur l'écran. Croissance de 18%. 3 nouveaux contrats signés avec des multinationales. Expansion prévue vers le sud. Tout dans les attentes. Mieux que les attentes, en fait. Mais personne ne semblait intéressé par les graphiques de rendement. « Charles, » interrompit Henri, d'une voix trop calme, « nous devons parler de ton image publique. » « Mon image ?» Henri a tourné sa tablette et a projeté une image sur l'écran géant du mur. Une photo. Charles assis sur une marche d'escalier HLM, à côté de Lucas. Les deux buvant du soda à la bouteille. Prise de loin, au téléobjectif mais nette. Une autre photo. Charles à la brasserie, poussant l'assiette de croissant vers l'enfant. Une autre encore. Charles aidant Sophie à porter des sacs de courses du marché. Toutes avaient une date et une heure. Toutes dataient des 3 dernières semaines. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Charles, d'une voix basse et dangereuse. « C'est le PDG de cette compagnie qui se transforme en nounou pour un gamin des cités, » répondit Henri, s'appuyant sur le dossier de sa chaise. « C'est toi qui gaspilles le temps précieux de l'entreprise dans une charité bas de gamme. C'est toi qui entaches l'image de notre marque de luxe. » Charles a senti le sang lui monter à la tête. « Qui a pris ces photos ? Peu importe qui. Ce qui compte, c'est qu'elles circulent, entre investisseurs, associés, concurrents. Tout le monde en parle, Charles. L'homme d'affaires devenu assistant social. Je n'ai demandé l'opinion de personne sur ma vie privée. Ta vie privée est devenue publique au moment où tu as commencé à te promener avec des gens de banlieue dans la voiture de l'entreprise, dit Henri, crachant les mots avec mépris. Tu crois que ça donne une bonne image ? Un milliardaire qui joue au papa avec un gamin de la rue ? Charles s'est levé d'un bond, les poings serrés sur la table. Fais très attention à ce que tu dis. Ou quoi ? Tu vas me frapper ? Ici, devant le conseil ? Henri a souri avec malice. Assieds-toi, Charles. Je n'ai pas encore fini. Une autre diapositive est apparue sur l'écran. Un article d'un blog de potins financiers. Titre en gras. Un entrepreneur millionnaire adopte une cause douteuse, marketing ou compassion réelle. Photo de Lucas réparant la voiture dans la rue. Photo de l'immeuble misérable. Photo de la famille exposée. Tu as exposé ces gens, dit Henri, feignant une préoccupation morale. Tu les as transformés en cirque. Et au passage, tu nous as exposés nous aussi. Nos clients ne veulent pas associer la marque à la pauvreté extrême, Charles. Ils veulent du luxe, de l'exclusivité, un statut inatteignable.
Ce sont des personnes. Ce n'est pas du marketing. Et nous sommes une entreprise, pas une ONG. Charles a regardé les autres membres du conseil en cherchant du soutien. Certains détournèrent le regard vers leurs papiers. D'autres hochèrent la tête, approuvant tacitement Henri. Personne ne l'a défendu. « Et alors c'est ça ?» dit Charles, la voix tremblante de rage contenue. « Vous voulez que j'abandonne une famille parce que ça ne fait pas bien sur la photo d'entreprise ? Nous voulons que tu te rappelles qui tu es, » répondit Henri, se levant lui aussi. « Tu es un chef d'entreprise, tu n'es pas le sauveur du monde. Ces gens n'ont pas besoin de toi. Ils ont besoin de politiques publiques, d'assistance sociale, d'un gouvernement compétent. Pas d'un millionnaire en crise de la cinquantaine voulant soulager sa culpabilité bourgeoise. Je ne soulage aucune culpabilité. Bien sûr que si. Et tu le fais aux dépens de la réputation de cette entreprise. » Henri a marché jusqu'à se trouver face à Charles. Le conseil a déjà décidé. Soit tu t'éloignes de cette famille immédiatement et tu te concentres sur ce qui compte, soit nous revoyons ta position de PDG ici et maintenant. Charles est resté silencieux. Le bourdonnement de la climatisation remplissait le vide. Personne n'osait respirer fort. Vous me donnez un ultimatum. On te donne un choix. Les affaires ou la charité. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Charles a regardé l'écran de nouveau. Lucas souriant timidement sur cette photo volée, Sophie portant les sacs, Léo jouant au foot, Camille assise par terre, tout exposé, tout transformé en une arme contre lui. Combien de temps ai-je pour décider ? 1 semaine. Charles a pris sa mallette, a fait demi-tour et est sorti de la salle. Il n'a pas attendu que la réunion se termine formellement. Il est entré dans l'ascenseur privé est descendu 20 étages dans un silence absolu et est sorti de l'immeuble directement vers le parking souterrain. Il est entré dans sa Mercedes et a frappé le volant avec frustration. Il a allumé son portable. Il avait un message d'un numéro inconnu. Il l'a ouvert, un lien vers un fil Twitter. Il a cliqué. Les photos étaient là. Toutes, avec des centaines de commentaires cruels. L'entrepreneur utilise les pauvres pour redorer son image. Tout est du marketing. Je parie qu'il pèse un acteur. Les riches ne changent pas. Ils feignent seulement de changer pour vendre plus. Ce gamin va avoir une déception quand le Richard se lassera de son nouveau jouet. Charles a fermé l'application avec dégoût. Il a respiré à fond, essayant de se calmer. Il a repris son portable et a appelé Lucas. Ça a sonné 4 fois. Personne n'a répondu. Il a conduit à toute vitesse jusqu'à la cité. Il a frappé à la porte de l'appartement avec urgence. Sophie a ouvert, les yeux rouges et gonflés. « Il ne veut parler à personne, » dit-elle, la voix faible et brisée. « S'il vous plaît, Sophie, laissez-moi expliquer. » « Expliquer quoi? Que vous avez utilisé mon fils pour vous sentir une bonne personne? Que vous l'avez pris en photo sans prévenir et les avez diffusés sur tout Internet? Je n'ai rien diffusé. Quelqu'un m'a suivi, un paparazzi ou un rival. Quelqu'un a fait ça pour me nuire à moi. Et c'est lui qui en sort meurtri, » cria Sophie, sa voix se brisant en sanglots. Les enfants à l'école l'ont appelé la mascotte du riche. Ils ont dit que vous nous payez pour faire semblant d'être vos amis. Lucas est rentré en pleurant, Charles, en pleurant comme jamais. Charles a senti le sol se dérober sous ses pieds. Où est-il? Enfermé dans la chambre. Il ne veut pas sortir. Il ne veut pas manger. Il répète juste que c'était sa faute, qu'il n'aurait jamais dû réparer votre voiture, qu'il est devenu un problème. Il n'est pas un problème. Alors, pourquoi tout ça arrive? Charles n'avait pas de réponse à cela. Sophie lui a fermé la porte au nez. Il est resté planté là, devant le bois usé, écoutant le son étouffé des pleurs qui venaient de l'intérieur. Il a sorti son portable de nouveau. Plus de notifications qui vibraient, plus de commentaires haineux. Plus de gens qui ne connaissaient pas Lucas, qui jugeaient, spéculaient, détruisaient. Charles s'est appuyé contre le mur du couloir et a laissé tomber sa tête en arrière. Il avait essayé de faire la chose juste. Il avait essayé de se reconnecter avec sa propre humanité. Il avait trouvé un but de nouveau. Et maintenant, tout s'effondrait autour de lui, à cause de quelques photos, à cause de l'envie des autres, à cause d'un système cynique qui ne pardonnait pas la gentillesse authentique. Il a regardé par la fenêtre du couloir.
Le soir tombait lourdement sur la banlieue. Le soleil disparaissait derrière les tours au loin. Une semaine pour décider. Les affaires ou Lucas. Le statut ou l'humanité. Charles a fermé les yeux avec force. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, il ne savait pas quel chemin choisir. Charles n'a pas dormi cette nuit-là. Il a passé les heures sombres assis sur la terrasse de son hôtel particulier, regardant le jardin éclairé artificiellement, la piscine vide reflétant la lune indifférente. La maison faisait 500 mètres carrés de luxe, 5 chambres, aucune occupée à part la sienne. Gabriel vivait là en théorie, mais il était en voyage avec des amis en Europe. Toujours en voyage, toujours loin. Il a pris son portable et a ouvert la galerie de photos. Lucas souriant à la brasserie, la bouche pleine. Sophie étendant le linge. Léo criant un but imaginaire. Camille coloriant sur le sol en lino. Il a fermé les yeux, sentant le poids de la solitude. Le lundi matin, Charles est entré dans son bureau à 7 heures pile. Il a convoqué une réunion d'urgence du conseil pour 10 heures. Henri a répondu au mail par un simple point d'interrogation. Charles n'a pas donné d'explication. À 9h30, il a préparé sa présentation. Ce n'était pas sur des chiffres financiers. Ce n'était pas sur des contrats millionnaires. C'était sur Lucas, 10 heures pile. La salle de conférence était pleine et tendue. Henri était en bout de table, les bras croisés et ce sourire confiant de celui qui croit avoir déjà gagné la partie. « Eh bien, dit Henri avec arrogance, as-tu pris ta sage décision ?» Charles a connecté son ordinateur portable au projecteur. L'écran géant s'est allumé. Première image, Lucas a 12 ans, les mains noires de graisse réparant le moteur d'une Mercedes au milieu de l'avenue de la Grande Armée. Oui, je l'ai prise. Henri a lâché un petit rire satisfait. Excellent. Nous allons pouvoir nous concentrer sur ce qui compte vraiment à nouveau. Charles a passé à la diapositive suivante. Une photo de Lucas beaucoup plus jeune, aux côtés de son père Paul dans le vieux garage. Une image scannée que Sophie lui avait prêtée. Le garçon a perdu son père à 11 ans. Anévrisme cérébral foudroyant. 3 jours d'agonie dans un hôpital public. La famille s'est retrouvée sans rien. La voix de Charles était calme, mais ferme comme de l'acier. Sa mère travaille 14 heures par jour à nettoyer des sols. 6 maisons par semaine, elle gagne l'équivalent du SMIC. Il s'occupe de ses petits frères et sœurs, 8 et 6 ans. Il se lève à 5h30, fait le café, les emmène à l'école, va les chercher, aide aux devoirs, les met au lit. Et sur le temps qu'il lui reste, il répare des voitures dans la rue, pour 30-40 euros, pour acheter à manger pour le soir même. Silence absolu dans la salle. Charles a avancé de nouveau. La photo de Lucas, concentré, réparant le radiateur. Il a 12 ans et il s'y connaît en mécanique mieux que des professionnels avec 20 ans d'expérience. Il a ce qu'on appelle la bonne main. Diagnostic précis, travail rapide. Et savez-vous pourquoi ? Parce que son père lui a enseigné avec amour, parce qu'il a prêté attention, parce qu'il valorise profondément ce qu'il a appris. Henri a décroisé les bras, perdant son sourire. « Où veux-tu en venir avec tout ce drame, Charles ? Vous m'avez donné un ultimatum la semaine dernière, répondit Charles, regardant chacun des présents dans les yeux. Les affaires ou la charité, l'entreprise ou l'humanité, la réputation ou la compassion. Eh ben, elle a éteint le projecteur d'un coup. J'ai déjà choisi. Parfait. Alors passons à... Je choisis Lucas. La salle s'est figée comme si on avait ouvert les fenêtres en hiver. Henri a cligné des yeux, sans comprendre. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« J'ai dit que je choisis cet enfant. Je choisis cette famille. Je choisis de me rappeler d'où je viens. Je choisis de ne pas devenir le genre de personne que je détestais quand j'étais enfant. » Charles a enlevé sa cravate en soie et l'a jetée sur la table en verre. Vous voulez une entreprise sans âme, vous voulez du profit sans but, vous voulez grandir en piétinant ceux qui sont en bas, alors grandissez sans moi. Henri s'est levé d'un bond. Tu démissionnes de ton poste ? Je fais ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Je choisis qui je veux être dans cette vie. Tu vas tout perdre, Charles. Non, je vais gagner ce qui compte vraiment. Charles a pris sa mallette vide. C'est vous qui avez déjà tout perdu.
sauf que vous ne vous en êtes pas encore rendu compte. Il est sorti de la salle d'un pas ferme. Il n'a pas attendu de réponse. Il n'a pas regardé en arrière. Il est entré dans l'ascenseur, est descendu jusqu'au hall, a traversé l'atrium en marbre, a poussé la porte tournante et est sorti dans la rue. Le soleil tapait fort sur la ville. La circulation était bruyante et chaotique. Des gens couraient partout. Charles a respiré à fond, remplissant ses poumons. Libre. Il est monté dans sa Mercedes, a allumé le moteur et a conduit tout droit vers la cité. Il s'est garé à l'entrée, est descendu et a marché jusqu'à l'immeuble. Il a frappé à la porte avec les jointures. Personne n'a répondu. Il a frappé de nouveau plus fort. « Sophie, Lucas, s'il vous plaît, ouvrez. » La porte s'est ouverte très lentement. Sophie avait le visage gonflé, les yeux cernés de celle qui n'a pas dormi depuis des jours, à cause de l'angoisse. « Que voulez-vous maintenant ?» ?»« Parler à Lucas. Il ne veut pas vous parler. Je sais, mais j'ai besoin de lui parler. Juste 5 minutes, Sophie. » Sophie a regardé l'homme en costume debout là, sur le palier, le visage fatigué et les épaules tombantes, sans sa cravate habituelle. Elle a soupiré profondément. Il est dans la chambre. Charles est entré. Léo et Camille étaient assis sur le canapé, calmes comme des statues, regardant la télévision sans le son. Ils ne se sont même pas tournés quand il est passé dans le salon. La porte de la chambre était entr'ouverte. Charles l'a poussée doucement. Lucas était assis sur le matelas au sol, serrant ses genoux contre sa poitrine, fixant le mur écaillé. « Je peux entrer ?» Lucas n'a pas répondu. Charles est entré quand même. Il s'est assis sur le sol en lino, adossé au mur opposé, faisant face à l'enfant. « Je sais que tu es en colère, et tu en as tout le droit. J'ai tout gâché. Je t'ai exposé. J'ai transformé ta vie en un spectacle public. Tu es devenu une cible à cause de moi. » Lucas a continué en silence, immobile. « Mais je suis venu te dire une chose importante. » Charles a pris une inspiration. « J'ai démissionné de l'entreprise, ce matin, devant eux tous. Je t'ai choisi toi, Lucas. » Lucas a tourné la tête très lentement, incrédule. « Pourquoi ? Parce que tu m'as appris quelque chose que j'avais complètement oublié. Tu m'as appris qu'avoir tout l'argent du monde ne signifie rien si on n'a personne avec qui le partager. Tu m'as appris que le travail acharné, la famille, l'entraide, cela vaut plus que n'importe quel contrat millionnaire, n'importe quel profit, n'importe quel statut social. » Charles a senti sa voix manquer sous l'émotion. « Tu as réparé un moteur de voiture, mais tu as réparé bien plus que ça. Tu as réparé ce qui était cassé à l'intérieur de moi. » Lucas s'est essuyé le visage mouillé avec la manche de sa vieille chemise. « Les enfants à l'école ont dit que vous faisiez juste semblant, que vous alliez vous lasser et disparaître, qu'aux gens riches, ça ne leur importe pas vraiment les gens pauvres. Et tu as cru ça ?» Lucas a tardé à répondre, baissant les yeux. « J'ai eu peur que ce soit vrai. » Charles s'est levé, a traversé le petit espace de la chambre et s'est assis à côté de l'enfant sur le matelas. « Je n'ai jamais fait semblant, Lucas. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je le voulais, parce que tu comptes, parce que ta mère compte, parce que Léo et Camille comptent. » Il a posé sa main fermement sur l'épaule de Lucas. « Et je ne vais pas disparaître. Il peut venir une tempête, il peut y avoir des critiques, des jugements. Je ne vais aller nulle part. » Lucas a regardé l'homme à ses côtés. Il avait les yeux pleins de larmes retenues qui menaçaient de déborder. « J'ai cru que c'était de ma faute, d'avoir réparé votre voiture, d'avoir accepté votre aide. La faute n'a jamais été tienne. C'était celle de gens qui ne comprennent pas que la bonté n'est pas une faiblesse, que prendre soin de ceux qui en ont besoin n'est pas une stratégie marketing, que l'humanité n'est pas un plan d'affaires. » Charles a serré l'épaule de l'enfant avec affection. « Tu n'as rien fait de mal. Tu as juste été toi-même. Et c'est la chose la plus juste qui existe dans ce monde. » Lucas s'est effondré. Il a pleuré pour la première fois avec force depuis la mort de son père. Il a pleuré de peur d'avoir perdu quelqu'un à qui il tenait. Il a pleuré sous le poids immense de porter une famille tout seul en étant un enfant. Il a pleuré parce que quelqu'un l'avait choisi, lui, par-dessus tout. Charles a pris l'enfant dans ses bras.
Il l'a laissé pleurer tout ce dont il avait besoin. Il n'a rien dit d'autre. Il est resté juste là, le serrant fort, prouvant par les actes qu'il n'allait pas le lâcher. Sophie est apparue à la porte, la main couvrant sa bouche, pleurant elle aussi. Léo et Camille sont venus derrière, se joignant à l'étreinte collective. Tous ensemble dans la chambre minuscule, sur un matelas au sol, avec le soleil de l'après-midi entrant par la fente des volets. Charles a fermé les yeux, sentant la chaleur humaine. Il avait perdu son poste, son statut, son conseil d'administration, ses associés, mais il avait gagné une famille. Et pour la première fois de toute sa vie, il a su, avec une certitude absolue, qu'il avait pris la bonne décision. 3 mois plus tard, Charles a signé les papiers officiels pour l'ouverture de l'Institut. Ce n'était pas un endroit énorme au début. 2 étages d'un bâtiment commercial rénové dans une zone industrielle accessible. Des salles de classe, un atelier mécanique totalement équipé, une petite bibliothèque, une cantine communautaire. Le nom brillait sur la plaque en métal de l'entrée, Institut Paul Mercier, éducation et travail. Lucas était à ses côtés quand la plaque a été installée sur le mur. Il a passé ses doigts sur les lettres gravées, le prénom de son père. « Il aimerait ça ?» dit l'enfant à voix basse. « Il serait immensément fier de toi », répondit Charles. Le programme a commencé simplement. 15 places. Des jeunes de 12 à 17 ans de la cité. Cours technique de mécanique automobile le matin, école normale l'après-midi, soutien scolaire le soir. Tout 100% gratuit. Alimentation complète incluse, matériel fourni, transport payé. Lucas a été le premier élève inscrit. Il a aussi été le premier moniteur officiel. À 12 ans, il enseignait le diagnostic de moteur à des garçons de 4 ans ses aînés. Il l'écoutait avec un respect absolu. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Sophie a quitté son travail de ménage. Charles lui a offert un poste formel à l'Institut. Coordinatrice administrative, contrat signé, sécurité sociale, mutuelle, salaire de 2 500 € par mois. Elle a pleuré quand elle a vu sa première fiche de paie officielle. Elle a pleuré de nouveau quand elle a déposé la moitié sur un compte épargne qu'elle avait ouvert pour l'avenir de ses enfants. Léo et Camille sont entrés dans une école privée du quartier. Ce n'était pas la plus chère ni la plus élitiste, mais elle était bonne. Des professeurs attentifs, de la nourriture de qualité à la cantine, des uniformes propres et neufs. Léo a commencé à se passionner pour les sciences naturelles. Camille a découvert un talent inné pour le dessin et la peinture. Ils rentraient à la maison animés, montrant leurs cahiers, racontant des histoires sur leur journée sans arrêt. Le nouveau logement se trouvait dans un quartier simple de la classe moyenne, mais sûr. 2 vraies chambres, un salon, une cuisine équipée, une salle de bain avec de l'eau chaude constante. Lucas avait un vrai lit pour la première fois depuis des années. Ses frères et sœurs aussi. Sophie a pleuré le premier jour, assise sur un canapé qui n'était pas déchiré, voyant le frigo plein de nourriture, la télévision neuve, les fenêtres aux vitres entières. On dirait un rêve, dit-elle, incrédule. C'est réel, Sophie, répondit Charles, assis à ses côtés, et vous le méritez plus que quiconque. Lucas a continué à réparer des voitures dans la rue occasionnellement, mais maintenant, c'était différent. Il choisissait ses horaires. Le samedi matin, quelques heures, pas par nécessité de survie, par plaisir, parce qu'il aimait ça, parce que c'était ce que son père lui avait enseigné et qu'il ne voulait pas oublier ses racines. Et il a commencé à enseigner aux autres. Des enfants de la communauté apparaissaient, curieux, voulant apprendre le métier. Lucas leur montrait, leur expliquait, les laissait essayer de leurs propres mains, exactement de la même manière que Paul l'avait fait avec lui. Charles a emmené Gabriel pour lui faire connaître l'Institut. Son fils était rentré de son voyage, bronzé, le sac à dos plein de vêtements de marque et une attitude détachée. Il est entré dans l'atelier avec méfiance, regardant autour de lui comme s'il avait atterri sur une autre planète hostile. Lucas était sous une Volkswagen Golf, changeant le joint de culasse. Gabriel est resté figé sur le seuil, les mains dans les poches de son jean coûteux. « Il a ton âge », dit Charles, désignant le garçon qui sortait de dessous la voiture. Et alors? Et il a soutenu sa famille tout seul pendant 1 an. Il s'occupe de ses frères et sœurs. Il travaille. Il étudie.
Et il trouve encore du temps pour enseigner aux autres. Gabriel n'a pas répondu, mais son expression a changé légèrement. Lucas est sorti complètement de dessous la voiture, s'est essuyé les mains sur un chiffon et a tendu la main tachée vers le garçon en chemise de créateur. « Salut, c'est toi, Gabriel. » Gabriel lui a serré la main, un peu mal à l'aise à cause de la graisse, mais ferme. « C'est moi. Ton papa parle beaucoup de toi. » « Il parle ? » ?»« Il parle. Il a dit que tu es très intelligent, que tu as de bonnes notes partout, que tu es très fort en anglais. » Gabriel a cligné des yeux, surpris. Son père ne lui faisait jamais d'éloges devant lui. Il exigeait seulement plus. Charles a mis une main sur l'épaule de chacun. « Vous deux, vous devez apprendre à vous connaître. » Lucas est retourné à son travail. Gabriel est resté à regarder, fasciné. Après quelques minutes de silence, il a demandé « Je peux aider à quelque chose ?» Lucas a souri, un sourire blanc au milieu du visage taché. « Tu peux. Passe-moi cette clé anglaise, là. » Gabriel a attrapé le mauvais outil. Lucas l'a corrigé avec une patience infinie. Il lui a appris où se trouvait chaque pièce, quel outil servait à quoi, comment serrer une vis sans abîmer le pas. Gabriel a écouté, attentif comme jamais. Pour la première fois depuis des mois, il ne regardait pas l'écran de son portable toutes les 5 secondes. À la fin de l'après-midi, ils étaient assis sur le sol de l'atelier, partageant un soda familier et discutant comme de vieux amis. Gabriel a parlé de son école, de ses amis superficiels, de la pression constante qu'il ressentait pour être parfait. Lucas a parlé de son père, de la perte, du poids écrasant de grandir trop vite. Gabriel s'est rendu compte que ses propres problèmes étaient minuscules en comparaison de ce que Lucas avait affronté jour après jour. « Désolé, » dit Gabriel à voix basse. « Pourquoi ? De m'être plein de bêtises. Alors que toi, tu traversais tout ça tout seul. » Lucas a haussé les épaules avec simplicité. Chacun a son combat. Le tien est différent, mais il n'est pas moins réel pour toi. Charles observait tout de loin, adossé au cadre de la porte du bureau. Voyant les 2 garçons discuter, voyant son fils apprendre l'empathie réelle, voyant Lucas enseigner des leçons de vie sans même s'en rendre compte. Ce soir-là, Gabriel a dîné avec Charles pour la première fois en 6 mois sans se disputer. Ils ont discuté pour de vrai, sans cris, sans exigence ni attente. Juste un père et un fils essayant de se connecter de nouveau. L'Institut a grandi de façon exponentielle. Plus d'élèves arrivaient chaque mois, plus de moniteurs rejoignaient l'équipe. Des partenariats avec des entreprises du secteur automobile, des jeunes qui obtenaient leur diplôme et décrochaient des emplois formels et dignes. Certains ouvraient leur propre garage, d'autres allaient en école d'ingénieur avec des bourses complètes. Lucas est devenu un symbole vivant, pas parce que Charles voulait l'utiliser pour le marketing, mais parce que les autres élèves le regardaient et voyaient que c'était possible, que la pauvreté n'était pas un destin inéluctable, que la perte n'était pas la fin du chemin, que le travail acharné, l'éducation et le soutien authentique pouvaient changer la trajectoire d'une vie. Sophie ne pleurait plus de désespoir. Elle pleurait de gratitude pure. Toutes les nuits, avant de dormir, elle regardait ses 3 enfants dormir dans de vrais lits, dans une maison au toit solide, avec le frigo plein, et remerciait Dieu et Charles. Charles ne ressentait plus ce vide dans la poitrine. Il avait un but clair. Il avait une famille élargie. Il avait un héritage réel qui se construisait de ses mains. Et Lucas, à 12 ans, avait appris que réparer une voiture, c'était important. Mais réparer les gens, c'était transformateur. 5 ans plus tard, la plaque de l'entrée avait été changée. Elle était plus grande, plus visible. Institut Paul Mercier, 200 vies transformées. Lucas avait 17 ans maintenant. Épaules larges, mains encore marquées par la graisse, mais le visage beaucoup moins fatigué et plus mûr. Il finissait sa dernière année de lycée le matin et gérait l'atelier école l'après-midi. 7 moniteurs travaillaient sous sa supervision, tous d'anciens élèves du programme, tous avec des histoires très semblables à la sienne. L'atelier avait grandi énormément. Il occupait tout le rez-de-chaussée du bâtiment. 12 postes de travail hydraulique.
Équipement professionnel de dernière génération. Convention avec 3 grandes concessions qui envoyaient des voitures pour l'entretien régulier. Les jeunes apprenaient avec des services réels, obtenaient des certificats reconnus par l'industrie et sortaient avec un emploi garanti. Charles était à la réception, les cheveux gris maintenant, et des lunettes de lecture pendues au cou. Il ne portait plus de costumes italiens. Il portait une chemise simple, un jean et des baskets confortables. Il coordonnait le département des partenariats stratégiques, cherchait des sponsors, organisait des événements caritatifs. C'était du travail bénévole, mais c'était ce qui le réalisait le plus au monde. Gabriel était à ses côtés, une tablette en main, révisant une feuille de calcul des coûts opérationnels, 21 ans, diplômé d'école de commerce avec mention. Il pourrait travailler dans n'importe quelle multinationale et gagner des millions. Il a choisi de rester là. Directeur financier de l'Institut, salaire symbolique, satisfaction infinie. Sophie est entrée dans la salle avec un dossier plein de documents. 42 ans, portant l'uniforme officiel de l'Institut, avec son badge au cou. Coordinatrice générale maintenant. Elle dirigeait une équipe administrative de 12 personnes. Elle organisait les inscriptions, surveillait les présences, maintenait le contact avec les familles des élèves. Elle était respectée de tous. Elle était une pièce essentielle de l'engrenage. Léo avait 13 ans, élève modèle de l'Institut, lui aussi. Il voulait devenir ingénieur en mécanique automobile. Il étudiait au même endroit où son frère avait tout commencé. Camille, à 11 ans, dessinait les affiches artistiques pour les événements du lieu. Elle avait un talent impressionnant. Charles gérait déjà une bourse d'études artistiques pour quand elle serait un peu plus grande. Le soir tombait doucement quand Lucas a entendu un bruit métallique au grand portail de l'atelier. Il a tourné la tête. Une petite fille d'environ 10 ans, avec l'uniforme scolaire sale et un vieux vélo à ses côtés, se tenait là. La roue avant était complètement tordue, avec les rayons lâches et pliés. Lucas s'est essuyé les mains et a marché vers elle avec un sourire. « Salut, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» La petite fille a regardé par terre, timide et effrayée. « J'ai pris un nid de poule. La roue s'est cassée. Ma maman n'a pas d'argent pour la réparer, mais j'en ai besoin pour aller à l'école tous les jours. » Lucas s'est accroupi pour être à sa hauteur, tout comme Charles l'avait fait avec lui des années auparavant. « Comment t'appelles-tu »« Manon. Manon, tu es venue au bon endroit. » Il a pris le vélo avec soin et l'a emmené vers son établi. « Assieds-toi là sur ce tabouret. Ça va prendre environ 20 minutes. » La petite fille s'est assise, les jambes pendantes et se balançant, regardant fascinée comment Lucas travaillait. Il a redressé la jante, a changé 3 rayons cassés pour des neufs, a réglé les freins usés, a gonflé les pneus. 22 minutes exactes. Il lui a rendu le vélo. Manon a écarquillé des yeux énormes de surprise. « Il est comme neuf !»« Presque. Tu dois juste faire plus attention aux trous sur la route. » Lucas lui a souri avec chaleur. « Et tu n'as rien à payer pour ça. » « Non, c'est vrai ?» C'est vrai. Manon a attrapé le guidon de son vélo, mais avant de sortir, elle s'est arrêtée et a demandé « Pourquoi monsieur fait-il ça ?» Lucas a regardé vers le mur du fond. Il y avait une photo encadrée. Lui, à 12 ans, aux côtés de Charles, le jour où ils s'étaient rencontrés à la brasserie. Sous la photo, une plaque en métal brillant disait « Les petits gestes construisent des ponts. Parce que quelqu'un a fait ça pour moi une fois. » répondit Lucas, la voix pleine d'émotion. « Et ça a changé ma vie entière, pour toujours. » Manon a souri, reconnaissante, et est sortie en pédalant joyeuse vers la rue. Lucas est resté planté là, la regardant disparaître au coin de la rue, au crépuscule. Charles est apparu à ses côtés silencieusement, posant une main sur l'épaule du garçon qui n'était plus un garçon. « Tu fais ce que ferait ton père, Lucas. Et ce que toi tu as fait pour moi, Charles. Nous ne faisons que passer ce que nous recevons. » Gabriel est arrivé après, se joignant à eux. Sophie venait juste derrière avec les papiers. Léo et Camille ont couru depuis la salle de classe, serrant Lucas par derrière en riant. Tous là, dans l'atelier qui était devenu une maison, entouré d'outils, d'odeurs de graisse propre et de bruit de moteur. 5 ans auparavant, Lucas avait réparé une Mercedes en panne au milieu d'une avenue fréquentée. Il ne savait pas que cela allait tout changer.
Il ne savait pas qu'il allait gagner une famille. Il ne savait pas qu'il allait construire un héritage qui durerait des générations. Charles avait perdu son poste, son statut, son entreprise millionnaire. Il a gagné l'humanité, un but, l'amour véritable. Sophie avait perdu son mari, sa stabilité, son espoir en l'avenir. Elle a gagné la dignité, un travail qu'elle aimait, un avenir brillant pour ses enfants. Et 200 jeunes étaient passés par cet endroit. 200 qui étaient arrivés sans aucune perspective et en étaient ressortis avec une profession dans les mains. 200 qui sont devenus mécaniciens, techniciens, ingénieurs. 200 qui sont devenus pères, mères, références positives dans leurs communautés oubliées. Tout ça parce qu'un enfant de 12 ans a eu le courage immense de dire « Je peux réparer ça ». Et parce qu'un homme perdu a eu le courage de croire en lui. Les petits gestes construisent des ponts, et les ponts transforment des générations entières.